Bonjour. Donc, nous allons continuer une expérience qui avait été démarrée l'an dernier, qui avait notamment eu lieu l'an dernier dans le cadre de la chaire Innovation technologique du Collège de France. Philippe Walter avait invité des conservateurs de collection pour discuter d'œuvres d'art sur une œuvre d'art particulière. Dans le cadre de la chaire Développement durable, en fait, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'illustrer les cours par des démonstrations sur les minéraux. Alors, la minéralogie est une discipline un petit peu particulière, c'est une discipline scientifique comme d'autres, donc les minéralogistes s'intéressent aux matériaux qui forment la Terre et les planètes, donc qui nous permettent de comprendre leurs conditions de formation, leur évolution, leur fonctionnement. Mais la minéralogie, c'est aussi un passe-temps, un intérêt pour le grand public. Nous avons de très nombreuses associations, clubs de minéralogistes qui vont chercher des minéraux, qui vont voir des expositions, qui se regroupent pour échanger des minéraux. Et donc il y a depuis très longtemps en fait un intérêt sur l'objet minéral, les cristaux, leur forme. Et c'est pour ça que j'ai pensé que dans une optique même développement durable, vous verrez qu'il y a effectivement un lien très très étroit entre justement garder la mémoire des premiers gisements qui ont été exploités, des très beaux minéraux qui ont été trouvés depuis des siècles donc, autour de nous et qui sont conservés donc, dans les grandes collections. Donc nous avons, je pense que c'est la première fois qu'on réunit ensemble les trois grandes collections parisiennes. Donc avec donc la collection de l'Université Pierre et Marie Curie, je commence, donc c'est Jean-Claude Bouliard, qui est donc le conservateur de cette collection. La collection de minéralogie qui s'appelle en fait Galerie de minéralogie et géologie du Muséum national d'histoire naturelle. Donc François Farge, qui est professeur au muséum, nous en parlera. Et enfin, donc la collection de minéralogie de Mines ParisTech avec Didier Nectou, qui est le conservateur de cette collection. Ces trois collections ont évolué de façon différente, autonome, depuis plus de 2 siècles. Elles ont toutes une grande histoire. Elles sont toutes en fait à quelques centaines de mètres d'ici, entre l'hôtel du boulevard Saint-Michel, le muséum et Jussieu, c'est pas très très loin du Collège de France. Et donc c'est intéressant de les avoir rassemblées toutes les trois ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois collections de minéralogie, ensemble, font la plus grande et la plus prestigieuse des collections de minéraux du monde entier. Elles sont effectivement divisées en 3 endroits, mais vues ensemble, et c'est pour ça qu'on a souhaité vous les montrer ensemble, c'est vraiment un ensemble qui est unique au monde. En parallèle avec cette démonstration événement d'aujourd'hui, on vous propose des visites guidées, c'est-à-dire que les conservateurs des collections vous feront visiter, donc vous vous inscrivez au travers, donc vous passez par le site du Collège de France et vous avez donc les coordonnées pour aller visiter ces collections sur les 3 sites. Et donc les conservateurs vous feront donc une visite et vous expliqueront plus en détail justement les charmes. Pas totalement cachés, justement, c'est pour ça qu'ils sont montrés dans des collections, les charmes visibles donc de très beaux minéraux qui sont conservés dans ces collections. Donc je vais commencer en commentant. On peut baisser ? Juste, qu'est-ce qui fait la motivation d'un minéralogiste ? Pourquoi est-ce qu'on est motivé par les minéraux de façon un peu différente, avec un piquant un peu différent de ce que nos collègues des autres disciplines scientifiques ont? C'est en partie, par exemple pour moi, ce sont les formes et les couleurs des minéraux. Donc on a différents minéraux que vous voyez ici. On ne va évidemment pas du tout rentrer dans les détails techniques et scientifiques. Ce n'est pas le but, de cette heure que l'on passe ensemble. Le but, c'est de vous montrer cette très très grande diversité de ce qui s'est formé dans la nature, dans des conditions que justement on essaye de mieux comprendre en regardant de près, par exemple, les formes et les couleurs de ces minéraux. Vous voyez que c'est vraiment tout à fait spectaculaire, ces contrastes. Alors ça, c'est pas très surprenant quand on voit une diapositive comme celle-là, parce que vous avez des espèces minéralogiques différentes, et donc vous dites qu'il est normal que ça ait des formes différentes. Ça, c'est les mystères de la minéralogie. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est pour une même famille de minéraux, comme par exemple les béryls. Les béryls, on les connaît, ce sont par exemple les aigues marines, ce sont les émeraudes. Pour une famille de minéraux donnés, on va avoir des colorations qui vont varier beaucoup. Et ça nous intéresse parce que ça nous permet de mieux comprendre les conditions dans lesquelles ces minéraux se sont formés. Par exemple, dans des conditions réductrices, on va avoir des béryls bleus comme celui-là qui vont se former, donc avec cette couleur caractéristique donc d'un fer ferreux. Vous voyez ces formes qui sont absolument magnifiques, avec les formes de cristaux. Et ici, donc, on a une association entre donc, le béryl. Le béryl qui est bleu ici, bleu clair, et donc une tourmaline noire qui est associée.
donc dans des filons de pegmatite. Donc un autre béryl qui est un béryl de la collection de minéralogie du muséum. François Farge pourrait peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, où il est associé à des cristaux de grenat, justement. Vous avez un béryl qui s'est formé dans des conditions un peu plus oxydantes. Il a une couleur qui est moins bleue, qui est un peu plus verte. Donc ça, c'est général pour les minéraux, de cette variation de forme de cristaux, selon les conditions. Donc, il y a les couleurs, il y a les formes. Et donc, selon les températures, par exemple, de formation, comme ici pour ce sulfure, la pyrite, où on a donc un très bel octaèdre. Donc, c'est un solide avec 8 faces triangulaires que vous voyez ici, avec d'autres phases que je ne détaillerai pas. C'est un sulfure qui s'est formé à plus haute température que celui-ci, qui vient de la collection de minéralogie de l'école des mines et qui a cristallisé sous forme de cubes striés. Ces stries, ce n'est pas du tout un hasard, c'est aussi un signe des conditions de formation de ce minéral. Donc ça aussi, cette morphologie nous intéresse beaucoup, même en tant que scientifique. C'est évidemment très joli aussi à regarder. Et enfin, pour terminer, donc... ceux qui me connaissent ne seront pas surpris que je parle des fluorines, qui est un minéral que j'ai toujours beaucoup aimé. Il forme des cristaux transparents. C'est un des joies des collections de minéralogistes. Et il a des couleurs et des formes. Donc lui, il a les deux à la fois, c'est-à-dire des morphologies qui vont changer et des couleurs qui vont changer. Donc ici, vous avez ces superbes cubes de fluorine bleue qui viennent donc de gisements sédimentaires américains. Et ces deux autres fluorines avec... donc celle de gauche qui a été utilisée, qui vient de la collection de minéralogie de Jussieu, qui a été utilisée justement sur la fiche, qui était le fond de la fiche de la réunion d'aujourd'hui, qui sont donc des cubes qui ont terminé leur croissance. Donc, vous voyez les arêtes du cube, c'est les derniers morceaux du cristal qui se sont formés, qui ont été spécialement irradiés et qui ont donné dans cette couleur violette, qui justement nous renseigne donc sur l'évolution du milieu lors de la formation de ce minéral. Et enfin, le dernier cristal dont je pense François Farge nous parlera, qui est donc le Lohan, qui est, je pense, le premier minéral à être rentré dans le patrimoine comme patrimoine national. Et donc, il nous parlera un petit peu justement de ce nouveau concept des minéraux dans le cadre du patrimoine national au sens large. Voilà, je vais donc, après cette introduction, je vais donc passer la parole à Jean-Claude Bouliard, qui va nous parler donc des minéraux exceptionnels, des minéraux qu'il a souhaité amener dans le cadre de cet après-midi, venant de la collection de minéralogie de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Merci Georges. Donc, la collection que je vais vous présenter est connue sous plusieurs noms. Actuellement, c'est la collection de l'Université Pierre et Marie Curie, UPMC. Préalablement, elle était collection de Jussieu. Souvent, encore maintenant, beaucoup de gens la présentent telle que. Et encore avant, c'était la collection de la Sorbonne. C'est la collection la plus récente des 3 collections de minéralogie majeure de Paris. Sa création suit la création de la faculté des sciences de Paris et la création de la chaire de minéralogie à la Sorbonne. Le décret de création est daté du 14 avril 1809 et le premier détenteur de cette chaire était le célèbre cristallographe René Justahuy, qui était alors déjà professeur au Muséum d'histoire naturelle et à l'École des mines. La collection de l'UPMC donc, a connu une histoire mouvementée. Et dans le sens propre du terme, elle a été d'abord installée au sein de la Sorbonne pendant une période assez longue durant le XIXe siècle. Période qui a compris 2 grands achats qui ont nécessité des investissements importants. À partir de 1883, il y a la construction de la nouvelle Sorbonne. Donc on remise la collection dans un hangar rue des Fuyantines. En 89, la nouvelle Sorbonne est finie, donc on redéménage la collection qui va être donc installée dans la nouvelle Sorbonne jusqu'en 1969. 1969 marque la fin de la faculté des sciences au sein de la Sorbonne et la création de nouvelles universités scientifiques, dont celle de Paris 6, donc maintenant Université Pierre-Marie Curie, qui va s'installer dans le campus Jussieu, donc nouveau déménagement. Campus Jussieu qui a été fort bien construit, mais qui a utilisé un minéral qui a des caractéristiques thermiques, phoniques et ignifuges extraordinaires, mais qui s'est avéré être un poison effrayant, qui était l'amiante. Donc, ce qui a amené à réhabiliter, à désamianter toute l'université. Et donc, ça nous a conduit encore à un autre déménagement, en 2005, dans un sous-sol, 4 places Jussieu.
durant les travaux de réhabilitation de l'université. Et donc à partir de 2015 et jusqu'à récemment, nous avons connu un nouveau déménagement dans des nouveaux locaux rue des Fossés Saint-Bernard. Et je peux vous annoncer qu'officiellement ce déménagement est fini, que nous allons accueillir les premiers visiteurs parmi votre assistance demain et vendredi, et qu'officiellement nous ouvrons lundi 20. La collection a aussi connu une histoire mouvementée, mais au sens figuré, dans la mesure où le XXe siècle a été une période pour le moins perturbée en ce qui concerne ce qu'on appellera la muséologie, la muséographie. Une des tendances importantes a été que les musées d'objets, enfin les musées de sciences naturelles, les musées de minéraux en particulier, les musées héritiers, les collections héritières du XIXe siècle, ont été de plus en plus ont connu une période de désaffectation et qui s'est traduite par la disparition de nombreuses collections. La collection de l'UPMC y a échappé grâce en partie à un de ces nombreux déménagements, qui est celui de 1970, parce que nous avons à ce moment-là disposé d'un mode de présentation différent qui n'autorisait pas une accumulation d'échantillons, et donc il a été décidé de se focaliser non plus sur des espèces, sur de la systématique, mais de s'orienter vers des minéraux qui sont des minéraux qu'on a qualifiés dans un premier temps d'esthétiques, sont des minéraux qui échappent qui sont au-delà de ce que l'on peut voir dans les collections privées. Cette option a été un peu incomprise au début et finalement elle a été mieux conceptualisée à la fin du XXe siècle avec ce que j'ai appelé un nouveau paradigme et qui est un fait réel. C'est que maintenant, de plus en plus, on considère que parmi tous les minéraux qui occupent une collection, il en est certains qui s'en détachent et qui peuvent être considérés comme des œuvres d'art. Une fois considérées comme des œuvres d'art, elles deviennent aussi les porteurs de toute une histoire des mines, une histoire des régions où ont été trouvés ces minéraux. Donc on est passé au cours de ce siècle de collections où l'important était le multiple à des collections où l'important était le spécimen unique, porteur de sens, de ces spécimens que le philosophe Christophe Paumian a qualifié de sémiophores. Alors, en illustration de cette évolution, j'ai fait une statistique sur les minéraux exposés aujourd'hui à la collection. Il s'avère que 70% ont été acquis ces 40 dernières années. Alors quand même, je ne veux pas vous priver d'un échantillon du 19e siècle. Il en reste 3 exposés. Il s'agit d'une barytine de Freasington, en Cumbria, dans le Royaume-Uni. L'échantillon, d'un point de vue photogénique, n'est pas ce qu'on peut espérer de mieux. Par contre, c'est un échantillon de très grande dimension, il fait 40-45 cm. Et pour le gisement, cette barytine est considérée comme un échantillon majeur. Et mes collègues du British Museum aimeraient bien pouvoir avoir l'équivalent. Ceci étant dit, maintenant, on va aborder les minéraux remarquables, donc des minéraux sources de culture, sources de contemplation. Cette culture n'est pas, comme je vous l'ai dit, cette culture n'est pas que scientifique, elle est aussi historique. Donc le premier échantillon est un cuivre de la péninsule de Keweenaw, dans le Michigan, aux États-Unis. Alors si je l'ai choisi, d'abord c'est par facilité. Je me suis dit, on va commencer par le début. Quel est le début dans une collection ? Bien, ce sont les minéraux de la première classe. Je vous rappelle que les minéraux sont classés en 10 classes. Donc les minéraux de première classe, ce sont les éléments natifs. Éléments natifs qui contiennent l'or, l'argent, le cuivre, les alliages et d'autres éléments non métalliques. Il se trouve qu'à la collection, nous avons une riche série de cuivre. Alors, classer un minéral comme exceptionnel, comme faire passer le minéral à un objet
du statut d'objet scientifique à celui d'objet porteur de sens ne se fait pas comme ça de façon simple et immédiate, simplement parce qu'on a envie que ce soit ainsi. On doit répondre à tout un ensemble de critères, analyser si le minéral entre bien dans ces critères et décider à la fin s'il mérite d'être montré à une audience aussi prestigieuse que celle d'aujourd'hui. Donc, j'ai dressé une liste des critères d'appréciation. Je vous rassure, hein, je ne veux pas faire le détail de ça. Il y a de quoi occuper, à mon avis, plusieurs heures dans un cours de muséologie. Donc, mais ce qui compte, les critères principaux, c'est d'abord une esthétique générale. Hein, vous voyez ce cuivre, on le verra plus en détail tout à l'heure. Il pourrait être une sculpture, ça pourrait être un Giacometti, si tant est que Giacometti accepte des formes arrondies, enfin tordues comme celle que présente ce spécimen. Donc à l'esthétique générale se rajoute aussi une notion qui, elle, est beaucoup plus culturelle, qui est la notion de minéral classique. Alors un minéral classique, c'est un minéral qui vient d'un gisement qui est réputé être le meilleur fournisseur pour une espèce donnée, pour une espèce minérale donnée. Donc il se trouve que les cuivres du Michigan sont considérés comme les meilleurs cuivres jamais produits, donc ce sont des minéraux classiques. Alors c'est des fois un peu injuste parce que certains gisements ont donné sporadiquement quelques bons spécimens, mais bon, ça fait partie de notre culture, de la culture minéralogique. Alors ce grand cuivre est le représentant non seulement de son côté esthétique, mais il est aussi le représentant de ce qu'a été l'industrie du cuivre et la récolte du cuivre dans la péninsule de Keweenaw. Donc cette péninsule se situe dans la région des Grands Lacs, qui est entre le Canada et les États-Unis, donc au nord-est. Ce cuivre a été important dès la préhistoire parce que les Amérindiens l'utilisaient. Et souvent, on parle de période, au pluriel, chalcolithique en Europe, et on oublie de dire qu'il y a eu réellement une grande période chalcolithique en Amérique du Nord. Alors, le cuivre est un des deux minéraux, des deux métaux, des deux premiers métaux. C'est les deux premiers métaux connus par l'homme. S'ils ont été si précocement connus, c'est que ce sont des métaux directement accessibles. Il suffit de se baisser pour ramasser des pépites d'or ou des pépites de cuivre. Alors autant l'or a été un métal d'apparat, autant le cuivre a été un métal utile. Et donc on connaît des objets en cuivre fabriqués par les Amérindiens, et ça donnait lieu à un commerce qui s'est étendu jusqu'au sud des États-Unis, en Alabama. L'exploitation moderne du cuivre du Michigan commence vers 1840-1850, et pendant plusieurs décennies, ça a été le principal fournisseur de cuivre aux États-Unis. La carte postale que l'on voit sur la droite est intéressante parce qu'elle montre le gigantisme de ce gisement. La grande masse claire que vous voyez, c'est du cuivre natif, et la petite silhouette, eh bien, c'est le mineur qui est juste en dessous. Un dernier volet sur le cuivre du Michigan, qui m'est un peu plus personnel, c'est que ce cuivre a été, pour moi, objet de recherche, parce que le cuivre est un métal simple, de structure relativement simple, et il se trouve qu'au Michigan, on trouve des formes cristallines un peu anormales. Les théories classiques sur la stabilité des phases cristallines nous disent que ce qu'on devrait avoir essentiellement, c'est des faces de l'octaèdre, que vous voyez, c'est le polyèdre colorié que l'on voit sur la gauche. Ensuite, éventuellement, des faces cubiques, et de façon beaucoup moins fréquente, des faces du dodécaèdre rhombique. Or, ce que l'on trouve au Michigan, ce sont des cristaux que l'on peut représenter comme des cubes sur lesquels il y aura des pyramides aplaties, ce qu'on appelle des cubes pyramidés ou des tétrahexaèdres. Il se trouve que durant ma thèse d'état, j'ai travaillé sur la stabilité des faces du cuivre, et j'ai pu montrer que si les faces tétrahexaédriques apparaissaient, eh bien, c'était grâce à la présence d'une pression partielle très faible d'oxygène. Maintenant,
on va parler d'un autre minéral de cuivre qui se caractérise par une forme polyédrique absolument extraordinaire et par une très belle couleur bleu indigo. Malheureusement, on descend en dimension et au lieu d'avoir un spécimen, comme vous pouvez voir sur la gauche, qui fait une quarantaine de centimètres, on se retrouve avec un spécimen de 16 mm. Alors, ce minéral, ce que vous voyez, c'est un groupement, c'est pas un cristal à part entière, c'est un groupement de cristaux d'un minéral qui s'appelle la cumingéite. La cumingéite appartient à la deuxième classe minérale, celle des halogénures, et c'est donc un chlorure de cuivre et de plomb. Alors, les caractéristiques qui en font un minéral exceptionnel, c'est, comme je l'ai dit, sa forme qui est unique dans le monde minéral, sa couleur bleue qui est plutôt attrayante. C'est un minéral qui vient d'une localité classique. Sa dimension, même avec 16 mm, ça commence à devenir un monstre parce qu'on considère qu'au-delà de 12 mm, on a affaire à un échantillon significatif. Autant vous dire que c'est très recherché par les collectionneurs. Et ce minéral est un peu l'emblème de notre collection parce que nous possédons 7 des 9 meilleurs cristaux connus. On s'est tellement intéressé à la mine du Boléo que nous avons fait une exposition. Ah oui, donc ce minéral, la cumingéite, a été trouvé dans les mines de Boléo en Basse-Californie du Sud. Et en 1994, nous avons fait une exposition sur ce sujet. Alors cette mine du Boléo a été la première grande mine de cuivre du Mexique. Elle a été ouverte par une entreprise française, ce qui explique que ces échantillons se retrouvent dans notre collection. Elle a été exploitée à partir de 1985. Cette date n'est pas due au hasard, parce qu'elle est postérieure à la grande exposition de 1881, qui a été l'exposition internationale de l'électricité et qui marque historiquement le démarrage de l'industrie électrique dans le monde. Et qui dit électricité, dit grand besoin en cuivre. La mine du Boléo a été active jusqu'en 1938 et assez prospère malgré la révolution mexicaine de 1910 à 1920, des cyclones tropicaux et la crise économique de 1929. Elle a participé au développement de cette région désertique qui était initialement très peu habitée. On voit sur la carte postale de droite le port de Santa Rosalia qui était capable d'accueillir des grands bateaux minéraliers. En bas à droite, une église qui est un des monuments de cette petite ville de Santa Rosalia, parce que c'est une église qui a été construite par l'entreprise Gustave Eiffel, qui fabriquait donc des églises pour les lointaines contrées. La mine du Boléo, donc, c'est aussi caractérisée à partir de 1891 par la récolte de cristaux bleu indigo qui sont localisés dans une portion bien précise de cette mine. Initialement, on a trouvé des cristaux qui avaient des formes cubiques, cubo-octaédriques. On les a analysés. C'était des chlorures de plomb, de cuivre et d'argent. Et donc, le nom, ce minéral a été baptisé boléite. À côté de cette boléite, on a trouvé des octaèdres quadratiques qui sont des chlorures de plomb et de cuivre, donc sans argent, et qui ont été donc baptisés d'un nouveau nom, cumingéite. Et alors, les formes en étoile, c'est quoi ? Eh bien, il faut imaginer, c'est un groupement de cristaux. Ce n'est pas un cristal. Par définition, un cristal a des formes convexes. Dès que l'on a des formes concaves, on a affaire à une association de cristaux. Mais cette association de cristaux est assez complexe. Il faut imaginer qu'au départ, on ait eu un cristal de boléite, donc cristal cubique, cristal qui contient de l'argent. Ensuite, l'eau minérale qui permettait la croissance de ces cristaux était moins chargée en argent. Et donc, à partir de ce moment-là, sur chaque face du cube, a cru une pyramide de cumingéite, donc d'un chlorure sans argent. Les minéraux du Boléo
ont donné lieu à une quinzaine d'années de recherche intensive pour ces problèmes de croissance et pour d'autres. Ces années de recherche s'achèvent en 1906 par un travail considérable de la part de Georges Friedel et qui élabore, grâce au cristal étoilé du boléo, donc au cristal étoilé de cumingéite, la première théorie sur la croissance orientée de cristaux d'espèces différentes. Par la suite, il ne poursuivra pas ce genre d'études, mais les confie à son assistant Louis Royer, qui, pour le coup, crée un mot nouveau qui est celui d'épitaxie. Alors, pour qui d'entre vous s'intéressait à la microélectronique, l'épitaxie est un champ entier de la physique et qui permet justement la fabrication de microcomposants. Combien il me reste ? 2 minutes, bon, ça va. Donc, on va finir en 2 minutes, toujours dans les cristaux bleus, par un minéral qui n'est plus un minéral industriel, plus un minéral lié à l'extraction de métaux, mais un minéral qui est une variété de zoïsite colorée. Donc la zoïsite est un minéral assez fréquent. Cette variété de zoïsite est colorée par du vanadium qui lui donne une couleur bleue extraordinaire. Et donc c'est une gemme qui est apparue très tardivement, enfin très récemment, pardon, en 1967, et qui a donné lieu à une exploitation industrielle assez considérable. C'est un gisement unique au monde. On ne connaît nulle part ailleurs des zoïsites colorés par le vanadium et ayant cette couleur. Le gisement lui-même est petit, enfin, la zone exploitable s'étend sur un rectangle de 8 km sur 2 km. Chose extraordinaire pour une exploitation de gemmes hors diamant, c'est que les galeries, dans certaines parties, s'enfoncent jusqu'à 900 mètres de profondeur, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ce gisement est un facteur de progrès pour cette région. On estimait en 2009 qu'il y avait 50 000 personnes qui tiraient leurs revenus de l'activité minière. Le cristal que vous voyez dans la main, dans la petite photo en bas, représente une des grandes surprises de ce gisement, parce qu'on n'en trouve pas que de la tanzanite, on y trouve aussi d'autres minéraux. Celui qui est représenté, c'est un grenat vert de la variété de Tsavorite, qui est un monstre pour l'espèce. Enfin, pour finir, je vais vous dévoiler le nom, la nature du minéral qui a été représenté sur l'affiche d'invitation à cette conférence. Il s'agit d'un gypse de la province de Naïka, au Mexique. C'est un échantillon qui fait une quinzaine de centimètres. C'est petit si on compare aux cristaux des grandes grottes de Naïka qui atteignent 15 mètres de long, qui sont absolument énormes. Ceci étant, le cristal est modeste, mais il est très beau. J'aurais pu l'apporter, j'aurais pu en discuter autant que ce que j'ai fait sur les autres minéraux, mais je dois vous avouer que c'est un minéral particulièrement fragile et je n'ai pas osé prendre le risque. Donc maintenant, maintenant nous allons pouvoir voir en grand les 3 minéraux que je vous ai apportés. Donc le premier, c'est le cuivre. Si on pouvait s'approcher plus proche, mais vous le verrez peut-être en venant tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a des parties à peu près planes. Ce sont des parties cristallines. Donc ce cristal est composé de nombreux cristaux accolés les uns aux autres. C'est un échantillon qui n'a pas de casse, qui n'a pas d'imperfection. On peut penser, il est complet, il est cristallisé de partout. On peut penser qu'il était enserré dans sa gangue et qu'il a été comme ça extrait de sa gangue, qui était certainement du calcaire, donc quelque chose de facile à retirer, si j'en crois les reliquats qui existent dans certains interstices. Le deuxième minéral est beaucoup plus petit, donc c'est cette étoile de cumingéite. Je dois avouer qu'on les sort très rarement parce que c'est quand même particulièrement fragile. Et donc là, on voit bien ce polyèdre étoilé. Alors j'essaie de trouver le nom si
si cette forme a un nom particulier dans la science des polyèdres, et je ne l'ai pas trouvé. Alors si certains d'entre vous peuvent répondre à mon interrogation, je leur en saurai gré. Enfin, le dernier minéral, c'est la tanzanite. Donc nous avons mis une petite feuille derrière pour qu'on voit bien la transparence. Cette tanzanite, en termes de critères de qualité, pose des problèmes un peu paradoxaux. Parce que comme l'échantillon qui est présenté ici fait que 6,5 cm. Si on compare aux monstres de 15-16 cm qui ont été trouvés par ailleurs, on va se dire que c'est un petit échantillon. Le problème, c'est que si vous mettez une grosse tanzanite, eh bien, la couleur s'assombrit et vous avez un gros bloc noir. Donc il faut même si on a de l'argent, il faut se convaincre d'acquérir quelque chose de plus petit, mais au moins qui permet de voir la transparence. Un autre critère d'appréciation lorsqu'on s'intéresse aux pierres précieuses, qui est lui par contre favorable et défavorable, c'est ce qui compte, ce n'est plus la dimension de l'objet, c'est sa masse. Et pas la masse en kilos ni en grammes, mais en cinquièmes de gramme, c'est-à-dire en carats. Donc même un cristal de 6 cm arrive déjà à peser plus de 800 carats, ce qui, en termes de gémologie, veut dire une pierre très grosse. Donc je pense que je vais m'arrêter ici et redonner la parole à monsieur le professeur Georges Chalas. Merci Jean-Claude. Donc voilà, transformation espace-temps. Nous passons donc au Muséum national d'histoire naturelle avec François Farge. Le diamant bleu fera peut-être pas 800 carats, sinon ça se saurait, mais enfin c'est du diamant. Voilà, il va vous raconter l'histoire des minéraux du musée. Merci Georges. Je voudrais donc remercier les gens du Collège de France pour cet magnifique événement avec ces 3 collections parisiennes, et puis te remercier aussi toi Georges pour avoir aussi co-organisé tout ça. Donc effectivement, je vais vous parler donc de minéraux du muséum, qui est notamment une découverte qui m'a beaucoup touché quand je suis peu de temps après que je sois arrivé au muséum en 2007. Une étrange histoire va défrayer la chronique, puisque je vais redécouvrir la trace du grand diamant bleu de Louis XIV, certainement le diamant le plus mythique de toute l'histoire, connu de tous les Américains, mais peu connu paradoxalement dans son pays d'origine, c'est-à-dire la France. Alors, ce Muséum national d'histoire naturelle, pour recadrer cette découverte, fut fondé en 1626. Louis XIII ordonna alors la création du jardin des plantes médicinales, dont vous pouvez voir la gravure en date de 1636. Il était constitué d'un jardin et d'un droguier hébergeant les principes actifs de la pharmacopée royale, essentiellement paracelsienne, c'est-à-dire une pharmacopée minérale. Mais rapidement, grâce au jardin, les principes végétaux vont faire leur entrée dans le droguier. Vous voyez donc ce jardin et ce droguier dans cette gravure, mais vous voyez aussi tout en bas l'intérieur du droguier et les savants qui y discutent, ainsi que les pots des principes actifs, dont vous voyez 2 exemples ici en photo qui font partie des rares pots de principes actifs qui ont été conservés de ce XVIIe siècle. Mais à travers la conservation des principes actifs, se posait la question de la pérennité et de la qualité de la ressource minérale, végétale et animale, bien sûr, qui devenait encore plus essentielle pour la survie même du pouvoir royal. Donc, au XVIIIe siècle, ce droguier ressemble de plus en plus à un cabinet de curiosité. Voilà, oui, excusez-moi. Il y a des petits... Oui, voilà, on a des petits problèmes, mais ça va aller. Le droguier ressemble plus davantage à un cabinet de curiosité. Donc, il est enrichi des objets envoyés par les grands explorateurs. Vous voyez tout à gauche un rarissime disque en obsidienne Inca, trouvé en 1737 par Charles-Marie de la Condamine, qui avait été envoyé en Équateur par Louis XV pour mesurer précisément la position de l'Équateur. Et d'ailleurs, c'est en hommage
hommage à la Condamine que ce pays maintenant s'appelle l'Équateur. Et donc c'est l'un des premiers objets qui ont été après envoyés donc à Paris depuis l'Amérique du Sud dans les années 1737. Ce premier objet d'art précolombien a entré dans une collection occidentale. Et quand on connaît maintenant toute l'importance de l'art précolombien, on mesure la qualité de cet enrichissement patrimonial. Nous avons aussi des cadeaux diplomatiques, comme à droite ce magnifique argent natif qui forme une boucle, qui est l'une des pièces emblématiques des collections du muséum, qui a été donnée par le roi de Danemark, Christian VII, à Louis XV. Et cet ensemble de donations diplomatiques, d'objets de découverte et de curiosité complète le cabinet royal, qui se veut être, encore une fois, la vitrine universelle de la connaissance, mais encore une fois, plus particulièrement, un instrument du pouvoir royal. Et on est au siècle de Lumière et donc tout cet aspect de connaissance devient absolument primordial pour l'étiquette royale. Sous la Révolution, le cabinet renommé Muséum national d'histoire naturelle. Ces collections s'enrichissent grâce aux confiscations révolutionnaires issues des anciennes collections aristocratiques, dont ces deux magnifiques pièces que vous voyez, originellement acquises par Louis XV. Vous voyez une magnifique coupe en cristal de roche, donc qui a été taillée dans un monocristal de quartz des Alpes, qui fut façonnée à Milan au début du XVIIe siècle. Après son achat en 1683, elle ornait le fameux cabinet des cristaux, donc à Versailles. C'était pas une grotte ornée de cristaux. Ce qu'on appelait les cristaux, c'était effectivement ces objets fabriqués à partir de cristal de roche, entre autres, qui ornaient donc ce cabinet des cristaux au château de Versailles. Vous voyez à côté une magnifique table en marqueterie de pierre dure qui appartenait à Mazarin, qui a été fabriquée au début du XVIIe à Florence et qui fut rachetée par Colbert et ensuite donnée au muséum à la Révolution. Donc c'est au sein de cette riche et ancienne collection du muséum que je redécouvrais un moulage en plomb d'un diamant que vous voyez dans les collections du muséum à Paris. Ce qui m'a intrigué le plus, c'est sa belle forme triangulaire que j'ai trouvé très beau. Et je dois dire que je n'y connaissais absolument rien au diamant à ce moment-là. J'ai calculé son poids converti en équivalent diamant, puisqu'il s'agit d'un objet en plomb, et ça correspondait à environ 13 grammes, c'est-à-dire 69 carats. Et pour cela, il n'y avait qu'un seul candidat possible, c'était le mythique grand diamant bleu de Louis XIV, pour lequel aucun dessin précis était connu à l'époque. Et c'est pour ça que ce diamant était mythique, puisqu'il a été volé en 1792, et donc on ne possède très peu de documentation à son sujet. Et en fin de compte, après le vol, les voleurs l'ont retaillé. On soupçonnait en tout cas que les voleurs les retaillaient sous la forme d'un autre diamant qui se trouve maintenant aux États-Unis, qui s'appelle le diamant Hope, que vous voyez ici à droite. Alors pour vérifier cette rumeur, et parce qu'on voyait bien que la forme de l'un semblait rentrer dans la forme de l'autre, on a conduit une étude plus scientifique et notamment nous avons procédé au scan du moulage en plomb retrouvé au muséum, que vous voyez ici en blanc, et la même opération fut faite pour le diamant Hope et que vous voyez ici en bleu. Et dans les trois directions de l'espace, on voit bien que le diamant Hope est bien contenu à l'intérieur du diamant bleu de Louis XIV. Et donc, nous pouvons dire de façon absolument univoque que les voleurs ont bien raboté les trois coins du diamant de Louis XIV pour fabriquer le diamant Hope. Nous détenions donc enfin la preuve formelle que le Hope était bien l'avatar du diamant bleu de Louis XIV volé en 1792. Mais surtout, il fallait reconstituer le diamant tel que Louis XIV l'avait voulu, car il était à l'époque le plus gros diamant des joyaux de la couronne, mais de plus, aucun diamant bleu aussi gros n'a été retrouvé depuis, malgré la découverte des fameux gisements, des fabuleux gisements d'Afrique, de Sibérie, d'Australie, du Canada. Alors la couleur des diamants bleus est liée donc à la présence d'atomes de bore à l'intérieur de la structure atomique du diamant. Et là, vous voyez un détail de la structure, donc de l'agencement des atomes de carbone dans le diamant. Et de temps en temps, dans le cas des diamants bleus, un atome de carbone est remplacé par du bore. Et nous avons utilisé ce modèle atomique pour recréer et pour recalculer avec des méthodes de la mécanique quantique
la couleur bleue d'un diamant de bord, d'un diamant boré. Et voilà le résultat que nous avons obtenu, c'est la courbe rouge qui vous montre la variation du coefficient d'absorption, c'est-à-dire la capacité du diamant à absorber la couleur en fonction justement des différentes couleurs que vous voyez en abscisse. On va de l'UV, on passe par le bleu, on a tout le spectre solaire jusqu'au rouge en allant à l'infrarouge. Et on voit quelque chose de typique d'un objet qui est bleu, c'est-à-dire qu'il absorbe très peu justement dans le bleu, mais par contre il absorbe beaucoup dans le rouge. Et effectivement, le calcul que nous avons fait, donc, qui est en tireté rouge, se superpose pas exactement à l'expérience, mais donne la même tendance, c'est-à-dire qu'on a une très faible absorption dans le bleu, et c'est pour ça que l'objet nous apparaît bleu. Donc on avait bien la confirmation que le diamant était bleu à cause du bord, et surtout nous avons fait une recréation photoréaliste sur ordinateur du diamant à partir de la forme du diamant scanné et à partir de la couleur calculée. Et on l'a comparé donc à l'expérience que vous avez, donc les deux simulations que vous voyez en haut, c'est la photo actuelle du diamant, et au milieu, c'est la recréation purement virtuelle. Et on obtient bien à peu près la même image. Mais surtout, quand on enlève les facettes autour du diamant Hope, on tombe sur le carré que vous avez en bas, c'est-à-dire un prisme du diamant bleu débarrassé de toutes ces facettes. Et là, vous voyez que le diamant devient bleu clair. Donc la conclusion qui était assez étonnante, c'est qu'en fin de compte, c'est le facettage du diamant Hope qui lui donne cette couleur bleu foncé, mais à l'origine, et pour nous minéralogistes, il s'agit bien d'un diamant bleu clair. Donc vous voyez l'impact absolument gigantesque, énorme, du facettage d'une pierre précieuse sur sa couleur finale. Et donc, à quoi ressemblait donc le diamant quand Louis XIV l'a acheté? On dispose d'une gravure qui a été faite en 1676 qui nous montre le diamant. Et comme vous l'avez vu au début de cette simulation, le diamant était donc bleu plutôt clair. Et là, ce que vous voyez en ce moment, c'est les différentes étapes de la retaille du diamant, telle que l'a voulu le joaillier du roi, qui s'appelait Jean Pitan. Il y a 78 facettes qui ont été faites. Pour l'instant, là, en ce moment, vous voyez les facettes du pourtour. Les facettes de l'arrière ont été faites. Là, maintenant, c'est les facettes du dessus. Tout ça a pris 4 ans pour le faire. Ça a été un travail absolument colossal. Là, c'est presque fini. Et dans l'état final, on obtient bien un diamant qui a une double caractéristique, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus foncé que le diamant d'origine, mais pas aussi foncé que le diamant Hope, qui est lui d'un bleu quasiment outre-mer. Et vous avez un curieux motif au centre, comme en forme d'étoile à 7 branches, qui laisse passer la lumière à travers le diamant. Parce que les angles ont été calculés de telle manière par le joaillier qu'ils permettent, les angles, donc les 8 facettes au centre du diamant, permettent de voir à travers le diamant. Et donc on voit le fond blanc sur lequel j'ai posé virtuellement le diamant. Par contre, toutes les autres facettes sont taillées avec des angles bien plus élevés et qui fait que la lumière joue dans le diamant et donne et intensifie la couleur pour le rendre bleu foncé. Et donc, on s'était dit qu'il y avait un travail absolument extraordinaire derrière ce diamant, mais le plus beau était à venir. C'est qu'en 1691, on sait que les archives royales signalent que le diamant était enchâssé dans de l'or, comme le montre ce schéma que vous voyez. Donc, la description des archives, notamment, le diamant est dans un bâton d'or émaillé par derrière. Et en général, sur l'émail, il y avait une couche d'or. Donc, en coupe, ça donne ce schéma-là. Et donc, nous avons simulé sur ordinateur donc, ce Certi-or, et voilà ce que nous avons obtenu. Donc, cette fois-ci en 4D, qui vous permet de voir donc, cette illusion d'optique absolument extraordinaire, c'est-à-dire que les 8 facettes du centre permettent de voir le Certi-or à l'arrière du diamant et donnent une illusion d'optique tout à fait remarquable qui, quand on connaît Louis XIV et son surnom, le roi Soleil, nous intrigue, nous surprend absolument pas. En fin de compte, le diamant avait été taillé à l'image du roi Soleil. C'est le premier brillant de l'histoire à être un chef-d'œuvre absolu de la taille lapidaire, mais c'est aussi le plus exceptionnel de tous les diamants taillés connus à ce jour, parce qu'il est de loin le plus complexe. Les surprises ne s'arrêtent pas là, c'est que le diamant est taillé avec une symétrie d'ordre 7. Malheureusement, on voit mal les chiffres sur la présentation, mais ça a un rapport, le chiffre 7, avec le château de Versailles. Et vous voyez donc la visite qu'on pouvait faire du château de Versailles en 1670, avant que la grande galerie, c'est-à-dire la galerie des glaces, ne soit construite à l'époque, à son emplacement. Vous aviez un grand balcon avec un petit bassin. Et donc, le grand appartement du roi, qui se situait dans l'aile nord du château de Versailles, était constitué
des 7 appartements des planètes. Et ces 7 appartements étaient centrés notamment sur la chambre du roi, qui deviendra la salle du trône, qui est presque pas par hasard, qui est donc la pièce d'Apollon, c'est-à-dire la pièce liée au soleil, Hélios dans la tradition grecque. Et donc, cette symétrie d'ordre 7 a vraisemblablement à voir avec ce chiffre sur lequel Louis XIV avait construit l'étiquette au niveau de Versailles. Et en plus, ce que ça veut dire, c'est que Louis XIV avait adopté les principes héliocentriques pour construire son mythe du roi Soleil, puisque le Soleil se situait au centre donc, de ces planètes-là, autour duquel les planètes donc, gravitaient. Les planètes, c'était sous-entendu la cour, qui gravitait autour et qui était donc asservi donc au Soleil, qui était central. Donc on avait un principe totalement héliocentrique qui avait été adopté par Louis XIV, qui était en pleine défiance par rapport au Vatican, qui avait, moins de 50 ans auparavant, donc condamné Galilée pour des thèses héliocentriques. Donc non seulement vous avez un diamant qui est un chef-d'œuvre du grand siècle, non seulement c'est le premier grand brillant de l'histoire, mais c'est aussi un parti pris scientifique de type blasphématoire. On se rappelle le gallicanisme de Louis XIV, et le tout en forme d'instrument politique à la gloire du roi Soleil. Donc, et voilà, vous voyez maintenant à quoi ressemblait le château quand les visiteurs l'observaient à l'époque. Et cette vue qui a été tirée du site Versailles 3D correspond donc à un fameux tableau où on voit bien cette grande terrasse. Et donc, grâce à d'autres archives, nous avons découvert que le roi avait acquis son diamant bleu en même temps que le grand saphir de 135,7 carats que vous pouvez voir maintenant au muséum. Ces 2 gemmes jumelles étaient toutes les 2 serties d'or, donc aux couleurs de la monarchie française, d'azur et d'or. Elles vont connaître des destinées opposées. Si le plus beau diamant du monde sera bêtement perdu en 1792 à cause d'un manque d'intérêt des décideurs d'alors, le grand saphir sera confié au muséum, ainsi que diverses autres pièces extraordinaires, comme nous avons vu tout à l'heure, qui étaient issues des collections royales. Donc, ainsi, au muséum, la préservation de ce patrimoine naturel, scientifique, artistique est unique au monde, constitue donc une priorité pour nous, d'autant que les géomatériaux qui les constituent sont souvent négligés des grands enjeux culturels actuels, qu'il s'agit de météorites témoins de la formation du système solaire, de cristallisation préservée du broyage, de pépites non refondues malgré l'avidité humaine, de gemmes ayant illustré l'histoire de France, mais aussi celle de cultures lointaines, voyez des objets chinois et moghols, d'instruments de recherche, d'objets pré-industriels. Ces collections sont le fruit de la préservation de ressources non renouvelables qui sont sensibles aux politiques négligentes, comme l'a montré la malheureuse histoire du diamant bleu. Donc la préservation de ce patrimoine continue actuellement à travers des voies innovantes. Ce groupe exceptionnel de cristaux de fluorite rouge du massif du Mont Blanc, comme l'a dit Georges Callas tout à l'heure, est le premier minéral à être nommé trésor national par le ministère de la Culture. Donc à ce titre, il permet d'obtenir de très importantes défiscalisations pour son mécène. Et plus récemment, nous avons innové avec un appel au mécénat participatif qui nous a permis de littéralement sauver cette splendide sphalérite roumaine, mais à travers ces exemples, ces succès, combien d'échantillons nous avons perdus? Je peux vous dire des milliers, malheureusement. Et donc, on utilise aussi un autre mécanisme avantageux qui est la dation, puisque nous sommes sujets à la loi Musée 2001 qui nous permet de recevoir ces défiscalisations. Et donc, la dation est un autre mécanisme de préservation essentiel, comme la collection de pierres de rêve du poète donc Roger Caillois de l'Académie française. Là, vous avez vu donc le poète tenir une tranche d'agate dite Petit Dragon qui fut léguée au muséum en 88 et vous pouvez la voir de nos jours. Et puis, il a d'autres pierres que vous pouvez voir maintenant en exposition qui évoquent des feuillages ou des dendrites ou cette concrétion qu'il a appelée maternité magdalénienne, qui évoque donc chez Caillois une Vénus paléolithique et visiblement des plus fécondes.
Donc, parmi les pierres de rêve de Roger Caillois, vous avez notamment ces agates paradoxales, et il y a des textes très beaux que vous pouvez lire, et notamment, je partirai tout de suite au dernier, dans ces agates qu'il appelle paradoxales, parce qu'une agate n'est pas censée avoir des formes polyédriques pour les minéralogistes, mais il y a un gisement au Brésil qui en produit, et donc il les a trouvées paradoxales de ce point de vue-là, parce qu'elles ne sont pas censées former des cristaux, mais on les observe avec des contours polyédriques. C'est d'ailleurs toujours une grande énigme à l'heure actuelle. Et alors il dit quelque chose de très beau, je cite, « J'y distingue, sinon une réponse de la nature, au moins une des métaphores possibles de la cohérence aventureuse où j'aperçois pour ma part l'ambition commune de la science et de la poésie. » Il avait aussi, vous pouvez la voir juste à côté, on la détaillera à côté, une pierre de rêve qui s'appelle une paésine, qui s'appelle aussi des pierres, donc des pierres au masure. Ces marbres paysages se trouvent dans des collines aux abords de la rivière Arno en Toscane. Polis, ils présentent de magnifiques lissages sédimentaires, différentes fractures tectoniques, des fronts de dissolution et de précipitation. Mais surtout pour Roger Caillois, cette paésine montre un serein lagon entourant des ruines d'une Venise peut-être victime d'un cataclysme effroyable. Au fond, on croit voir des montagnes qui se disputent le vent, des nuages s'accrochant et se déchirant, à moins que l'encadrement de ce paysage évoque une astucieuse mise en scène d'opéra. Pour terminer... Pardon, ça ne devait pas être là. Voilà, et donc tout ce patrimoine s'expose actuellement au sein de la nouvelle exposition Trésors de la Terre au Muséum. Nous voulons, à travers cette expo, sensibiliser le grand public à la magnificence d'une diversité en péril, en grand danger d'épuisement irréversible. Et donc nous essayons de montrer comment l'humanité a su tirer un avantage culturel de la protection de ces ressources quand elles ont pu être préservées. Donc à travers ces objets magnifiques et ces histoires extraordinaire, nous espérons avoir réussi à alerter les acteurs qui peuvent nous aider à conserver ce patrimoine exceptionnel. Et donc, grâce à la caméra, on va voir donc les répliques de l'histoire du diamant bleu. Pardon ? Ah, un mot sur le vire fendu ? Bon. Allez. Alors ça, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est un verre qui est issu de l'éruption volcanique du Mont Pelée en 1902, une éruption absolument effroyable qui a été documentée par le minéralogiste du Muséum Lacroix, qui a été voir sur place en Martinique comment s'était passée l'éruption. Et il était tombé sur un verre et qui l'a beaucoup étonné parce que, vous voyez, ce verre a été légèrement déformé par la coulée de lave, mais pas autant. On imagine qu'un verre ne résiste pas longtemps à une coulée de lave. Et en fin de compte, il a ramené cet objet qui a été exposé au Muséum. Et il y a un auteur allemand qui s'appelle donc Wilfried Jensen qui en a inspiré, qui a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle la Gradiva. Et parce que ce vers-là lui a fait faire des cauchemars, parce qu'il imaginait ces 30 000 morts qui ont décédé dans des douleurs absolument épouvantables, parce que quand on meurt d'une éruption, d'une nuée ardente comme il y a eu en 1902, c'est vraiment horrible. Et donc il a fait des cauchemars. À partir de ça, il en a écrit un livre qu'il appelait donc la Gradiva, et c'est ce qui a motivé Sigmund Freud à finir d'établir ses thèses sur la théorie psychanalytique des rêves. Donc vous voyez un échantillon du Muséum qui a eu une importance absolument colossale pour toute la psychanalyse du XXe siècle, et elle a même influencé les surréalistes, parce que le fameux tableau de Salvatore Dali que vous voyez en bas, la persistance du temps, avec ses montres liquides ou montres molles, est issu de ce verre qui a fortement impressionné les contemporains. Alors malheureusement, cet échantillon, vous ne pouvez pas le voir encore à l'heure actuelle, mais on fait tout pour vous le montrer bientôt au public. Par contre, ce que je vous ai apporté comme échantillon, ce ne sont pas les vrais. Évidemment, vous avez compris que le diamant bleu a été perdu, a été retaillé. Je n'ai pas pu amener les originaux, notamment le moulage en plomb du diamant bleu, parce que ce n'était pas possible pour des raisons de sécurité, mais j'ai une réplique ici que vous pourrez voir tout à l'heure, pardon, je ne devrais pas faire ça. Une réplique de ce moulage
en plomb qui est tout gris, qui est tout moche, qui est pas beau du tout, mais qui attendait quelque part dans son tiroir qu'on vienne le réveiller. Et donc, à partir de ce moulage, nous avons pu recréer donc une réplique que vous voyez à côté, donc du diamant bleu de Louis XIV. Il lui manque juste son serti en or à l'arrière pour voir le fameux soleil royal qui était donc l'emblème de Louis XIV. Et ce diamant, après qu'il a été volé, il a donné le diamant Hope, qui en réalité est vraiment sombre, comme vous le voyez sur la vidéo. C'est un diamant dont les angles ont été taillés par des voleurs, des receleurs, et ils maîtrisaient visiblement très mal leur travail. Et puis, pour illustrer Roger Caillois, donc j'ai apporté un livre que nous venons d'éditer aux éditions Xavier Barral, qui parle donc, c'est la lecture des pierres, qui regroupe les plus beaux textes de Roger Caillois sur les minéraux, avec en iconographie une des très belles paysines qui s'appelle Le Lagon, qui n'appartient pas à la collection de Roger Caillois, mais qu'on a inclus dans cette anthologie de Roger Caillois, et vous pourrez l'admirer de très près, ce lagon, en vous approchant, si vous voulez, tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, donc nous allons... Voilà, donc les flèches sont là. Voilà, donc là c'est Didier Nectou qui va donc nous parler des échantillons qu'il a amenés de la collection de minéralogie de l'École des Mines. Enfin, de Mines ParisTech. Merci. Alors, je voulais d'abord remercier le professeur Calas de nous inviter et de permettre de présenter cette collection qui, si elle est connue des spécialistes, est beaucoup moins connue du grand public. Alors, nous franchissons la montagne Sainte-Geneviève et nous arrivons au 60 boulevard Saint-Michel. Il s'agit de l'École des Mines. Donc, cette noble institution a été fondée en 1783 sous Louis XVI. Et en fait, elle s'est installée en ce lieu depuis 1815. Nous allons d'ailleurs fêter le bicentenaire de cette installation cette année. Cette école, qui était pour former des ingénieurs des mines, s'est évidemment, au cours des décennies et des siècles, bien diversifiée. Aujourd'hui, elle recouvre des grands domaines de compétences avec 18 centres de recherche. Et la minéralogie n'est plus le centre, évidemment, de ses préoccupations. On va parler de sociologie, d'économie, de mécanique, de robotique et bien d'autres disciplines encore. Elle s'est même agrandie puisqu'elle est répartie maintenant sur plusieurs sites que vous voyez ici, Évry, Fontainebleau, Sophia Antipolis et Palaiseau. Entrons dans cette école des mines et découvrons une façade qui donne sur les jardins du Luxembourg. Il s'agit de l'hôtel de Vendôme. C'est un lieu prestigieux qui a été édifié par les Chartreux et occupé au XVIIIe siècle par des grands de la cour, dont la duchesse de Vendôme, qui lui laissera son nom à cet hôtel, et le duc de Chaulnes, qui était aussi un grand scientifique et qui déjà parlait science dans ce lieu au milieu du XVIIIe siècle. L'hôtel de Vendôme a subi des vicissitudes avec le percement du boulevard Saint-Michel et il s'est agrandi au XIXe siècle pour accueillir l'école. Seule la partie effectivement du côté du jardin et qui n'est pas vue du côté du boulevard Saint-Michel est visible. Rentrons dans cet hôtel de Vendôme et montons l'escalier qui mène aux collections. Alors, ces collections ont été initiées en même temps que la création de l'École des Mines. Le premier directeur, Georges Balthazar Sage, évidemment, s'appuyait sur sa propre collection, sur ses échantillons, pour donner des cours de ce qui ne s'appelait pas encore la minéralogie, plutôt des cours de docimasie, qui était l'art d'extraire et de définir les minerais et les métaux que contenaient les échantillons. Et l'installation de cette collection s'est faite en même temps que l'arrivée de l'École des Mines après la chute de l'Empire.
Nous voyons ici une décoration pratiquement préservée depuis le milieu du XIXe siècle, puisque l'installation et la décoration remontent aux années 1850. Alors évidemment, cette collection était un outil pédagogique, c'était pour l'enseignement des ingénieurs des mines, mais très vite, et dès la Révolution, elle a pris un rôle qui était stratégique. Il s'agissait pour cette collection et pour ceux qui l'avaient en charge d'établir un inventaire des richesses minérales de la France, mais au-delà, pour évidemment leur exploitation. S'il y a quelque chose qui symbolise ce qu'était l'école à l'époque et ce qu'étaient ses collections, c'est cette fresque qui se situe au plafond de l'escalier d'entrée du musée et qui montre Cybèle présentant aux dieux les trésors de la terre, des ressources minières, pour les mettre au service de l'industrie. Alors en 1850, ce qui symbolisait l'industrie, c'est une machine à vapeur. Cette fresque, effectivement, symbolise la vocation de ces collections et leur rôle stratégique qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore. Ce qui nous fait dire que nous sommes effectivement dans le monde de la beauté, mais le caractère utilitaire des minéraux a toujours été la préoccupation qui a été centrée sur cette collection. Rentrons maintenant dans le musée et découvrons cette collection riche de plus de 100 000 objets échantillons, près de 4 000 pièces exposées, avec des collections donc, de minéraux, bien sûr, mais aussi de roches, de météorites, de minéraux de synthèse et de gemmes. Je signale au passage que nous sommes dépositaires, avec également le Muséum et le Musée du Louvre, d'une partie des pierres des joyaux de la couronne qui sont aujourd'hui exposées. Alors il s'agit de l'eau d'améthyste, de topaze et d'émeraude. Nous découvrons cette galerie qui est vraiment, encore une fois, méconnue du public. C'est toujours une surprise lorsqu'on pénètre dans ce musée. Et ça nous permet d'évoquer les rôles du musée. Alors évidemment, c'est aujourd'hui un espace de réception et un lieu d'exposition, mais c'est aussi un conservatoire des espèces. Et c'est en cela que son rôle est encore important. Notre collection est dépositaire d'un certain nombre de types qui permettent de définir les espèces minérales. Et elle s'enrichit annuellement avec des dépôts. C'est aussi une base de données de gisements et de minerais. Et aujourd'hui, au regard de la nouvelle donne que constituent les nouvelles technologies avec l'exploitation de ressources, alors je crois que le professeur Calas l'a largement développé dans ses cours à travers les terres rares, les éléments rares. Aujourd'hui, cette collection constitue une base précieuse de données sur les gisements ayant été exploités et existant encore à travers le monde. C'est à ce titre qu'elle est souvent consultée par les scientifiques, mais aussi par les industriels, pour définir les potentialités de ressources au niveau des éléments rares et des terres rares. Là aussi, je crois que c'est un schéma qui a été illustré durant les cours et où l'on voit l'explosion effectivement des utilisations et des potentialités. Il faut reconsidérer aujourd'hui l'ensemble des gisements au regard d'une substance comme le tantal, le dysprosium, l'herbium, enfin bon, on pourrait décliner ça sur 70 éléments, je crois, qui aujourd'hui trouvent une utilisation dans les applications industrielles. Donc c'est en gros une base de données extrêmement importante. Voilà en quelques mots présenter cette collection. J'espère que ça vous donnera le goût de venir la visiter lors des prochaines visites. La deuxième partie le but était de partir sur des minéraux exceptionnels. Alors là, il se pose un grand cas de conscience, quoi. Des minéraux exceptionnels, on en a plusieurs milliers évidemment dans cette collection. Et j'ai fait un choix extrêmement réducteur pour illustrer aussi la façon que l'on a d'aborder, de communiquer vers le grand public sur cette collection avec les minéraux nous racontent des histoires.
Et j'ai trouvé un minéral particulièrement bavard et qui nous raconte beaucoup d'histoires. Il s'agit de la calcite. Donc je ne vais vous parler que de calcite, minéral exceptionnel, puisqu'on va pouvoir évoquer à travers cette présentation la structure de la matière, l'histoire des sciences, mais aussi l'histoire de la Terre et de l'humanité. Nous évoquerons également les matériaux et l'environnement. Nous sommes dans une chaire qui parle de développement durable. Alors, commençons par la structure de la matière. Alors ça, voilà un minéral qui est sympathique pour les étudiants et pour les néophytes pour comprendre la structure de la matière, puisque un minéral est composé d'éléments, et il se trouve qu'effectivement, un des éléments qui compose la calcite est le calcium. Quoi de plus facile à mémoriser? Et un minéral compose une roche. Et la roche, là aussi, ça va être facile à la retenir puisqu'il s'agit de calcaire. Voilà la structure de la matière minérale bien définie. Alors ça marche bien avec la calcite, mais pas avec les autres minéraux, hein. Donc là, en tout cas, on peut mémoriser cet aspect-là des choses. Toujours sur la structure de la matière, la définition d'un minéral est liée à sa composition chimique. C'est actuellement ce sur quoi est basée la classification des minéraux. Mais la composition chimique ne suffit pas. Sinon, nous n'aurions qu'un seul minéral de présenter pour le carbonate de calcium, et ça serait la calcite. Or, il en existe un autre, l'aragonite. Et là, c'est le système cristallin, c'est l'arrangement de la matière qui est différent et qui permet de définir une espèce minérale. On retiendra donc qu'une espèce minérale, c'est à la fois une composition chimique, mais aussi un système d'assemblage des atomes. Passons sur les propriétés de la matière. La calcite, alors là, on est dans l'histoire des sciences, joue un rôle très important puisqu'à travers un spade d'Islande, un certain Bartholin va pouvoir commencer à réfléchir sur cette image dédoublée qui est transmise à travers ce minéral, puisque derrière le cristal, le spade d'Islande qui vous est présenté ici, évidemment, le mot calcite n'est marqué qu'une seule fois, et on le voit dédoublé. C'est la mise en évidence de la biréfringence, c'est Huygens ensuite qui développera cette théorie, mais voilà un minéral qui a compté dès le XVIIe siècle dans l'histoire des sciences. Et ce n'est pas fini, puisque la calcite est aussi effectivement à la base avec l'abbé René Justahuy, qui a déjà été présenté dans le cadre des deux autres institutions, puisque c'est à partir de ce minéral. Alors, la calcite, c'est un peu notre pomme à nous, notre baignoire à nous, hein, puisqu'elle fait partie d'un mythe, d'une petite histoire scientifique. Je crois que vous la connaissez tous, mais je me permets de la rappeler. L'abbé Ayui fait tomber un rhomboèdre de calcite et en ramassant les morceaux, s'aperçoit que les morceaux ont exactement la même forme que le rhomboèdre initial. On lui fera s'écrier, non pas Eureka, puisque Eureka a été déjà trouvé depuis plusieurs millénaires, mais tout est trouvé qu'on lui fera s'écrier. Alors je ne pense pas que ça soit passé exactement comme ça, mais il n'empêche que ça symbolise bien en quoi ce minéral a été important, puisqu'il a été à la base d'études des minéralogistes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, et a permis notamment à Ayui de mettre en place un certain nombre de principes et de lois qui en font aujourd'hui quelqu'un qui est considéré comme l'un des pères de la cristallographie. Il a d'ailleurs été mis à l'honneur l'année dernière, puisque les Nations Unies avaient déclaré 2014 année internationale de la cristallographie. Voilà pour l'histoire des sciences. Évoquons maintenant les matériaux. Alors, cette calcite, qui compose le calcaire, va être un minéral absolument considérable dans l'histoire de l'humanité, puisque le calcaire, lorsqu'on le chauffe, permet de fabriquer la chaux. C'est un matériau, effectivement, de très grande diffusion. Alors là, on passe des pierres les plus précieuses
à celles qui sans doute sont moins nobles, mais non moins importantes, puisqu'elles ont servi à bâtir les bâtiments et monuments à travers les différents continents. Alors, s'il faut faire un petit peu de chimie minérale, c'est très simple, hein. À partir de 800-900 degrés, nous avons décarbonatation de la calcite. Nous formerons ainsi un oxyde de calcium, qui est la chaux vive. Cette chaux vive n'est pas le matériau de construction, hein. Il va falloir l'éteindre, c'est le terme employé par les maçons, en la mélangeant avec de l'eau pour former un hydroxyde de calcium, appelé aussi portlandite, qui sera effectivement la chaux aérienne. Voilà un matériau de construction relativement facile à obtenir et qui a connu un succès considérable pendant des siècles et des siècles. Donc cette calcite sert à fabriquer la chaux. Ce n'est pas le seul matériau de construction, hein. Il y en a, j'en ai retenu 3 pour simplifier les choses. Nous avons aussi les argiles, nous avons aussi le gypse pour fabriquer du plâtre, mais la calcite, en étant combinée à l'argile et au gypse, va permettre d'élaborer un matériau qui là aussi est extrêmement important dans le développement au niveau de l'ère industrielle, qui est le ciment. Alors là, il faut attendre le 19e siècle. Un ingénieur comme Vicat et bien d'autres aussi ont travaillé dessus, mais Vicat a bien formalisé ce principe d'hydraulicité et a permis de mettre au point la fabrication du ciment en mélangeant 80% de calcaire, la calcite, hein, avec 20% d'argile, chauffée à 1450 degrés. Après refroidissement, on va broyer ce mélange, on aura fabriqué de nouveaux minéraux avec du gypse et enfin on aura du ciment. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer des minéraux que vous ne voyez pas dans les musées, mais que voient les chercheurs à travers une observation au microscope électronique à balayage. Et voilà un minéral, alors qui n'a, à ma connaissance, pas d'équivalent naturel, mais qui assure la cohésion, la résistance mécanique du ciment. Ce sont les silicates calciques. Alors là, en l'occurrence, ils sont hydratés et on comprend en les voyant qu'ils assurent un certain nombre de liens entre les granulats et donneront la résistance mécanique au béton. D'autres minéraux du ciment, la portlandite, donc cet hydroxyde de calcium, qui a un équivalent naturel, on l'a trouvé naturellement, mais le voilà magnifiquement cristallisé. Alors là, on est sur des toutes petites dimensions, bien entendu. Et un autre minéral qui existe aussi à l'état naturel, là on est sur un sulfoaluminate calcique hydraté qui est l'étringite et qui présente, ma foi, une esthétique tout à fait intéressante. Là aussi, on est sur une présentation exceptionnelle et c'est un voyage au cœur de la matière que de travailler sur un matériau de très grande diffusion qu'est le ciment et que sont les liants. Alors ça me permet, puisqu'on est dans le cadre de la chaire développement durable, d'évoquer aussi le CO2 que produit l'exploitation du calcaire pour fabriquer la chaux et pour fabriquer le ciment. Là, on a toute une problématique, toute une étude, toute une interrogation, une quantité considérable de travaux qui portent dans ce domaine, puisque fabriquer du ciment, fabriquer de la chaux, c'est aussi émettre du CO2 dans l'atmosphère. Alors, je sais bien que pour la chaux, le CO2 va se refixer relativement rapidement et à ce moment-là, le cycle sera fermé. Ce n'est pas tout à fait le cas pour le ciment. Et aujourd'hui, au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est clair que les cimentiers sont en première ligne et travaillent ardemment à essayer de réduire le problème. Toujours la calcite et son homologue l'aragonite pour le monde du vivant. C'est un minéral qui va être synthétisé par les organismes vivants pour fabriquer leurs coquilles, leurs tests, leurs protections, leurs os. Et évidemment, ça a joué un rôle essentiel pour la précipitation du carbonate de calcium, micro-organismes et macro-organismes. Nous avons là, dans la calcite et les calcaires qui sont composés de cette calcite, un énorme
stock de CO2 qui s'est constitué et qui s'est minéralisé au cours des ères géologiques. Ça aussi, c'est tout un paramètre à considérer, puisque si aujourd'hui l'atmosphère que nous avons est en grande partie liée à ce stockage de CO2 qui était initialement dans l'atmosphère et en très grande proportion. Donc dès le premier milliard d'années de l'existence de notre planète, la précipitation de la calcite a contribué à appauvrir l'atmosphère en CO2 qui était produit par les volcans, et donc à rendre peut-être cette atmosphère plus respirable pour les organismes vivants. Alors, ça m'amène, mais là, je ne vais pas pouvoir évidemment développer ce schéma, à mettre en perspective ces petites histoires que nous raconte la calcite, mais qui concernent vraiment de gros problèmes aujourd'hui en matière d'environnement, d'échange entre la biosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère et la lithosphère. Il est vrai qu'on parle souvent de la problématique liée aux roches carbonées, aux hydrocarbures, mais cette partie qui concerne les roches carbonatées est un petit peu moins évoquée d'une façon générale, un peu moins connue dans le cadre de la vulgarisation de ces phénomènes. Voilà, je me permets d'en parler donc en focalisant sur cet échange roche carbonatée, dissolution, précipitation, mais aussi sur cette production de CO2 atmosphérique par l'exploitation de ces roches carbonatées pour fabriquer des ciments et de la chaux, des liants. Un autre aspect, l'aspect peut-être plus touristique, peut-être plus léger, les paysages calcaires, donc composés de calcite, sont effectivement des paysages qui font la joie des touristes. Là, je vous ai mis quelques photos, aussi bien lorsque l'on pénètre ces massifs calcaires que lorsqu'on va dans les grottes, où on fait de la spéléologie, ou que l'on se promène dans les canyons des rivières du sud-est de la France, ou que l'on va escalader les monts du Vercors. Nous sommes là dans un modelé karstique qui est lié aux propriétés de la calcite qui compose et sa dissolution qui compose le calcaire. Les rôles du karst sont importants. Il a servi pour l'humanité de refuge. Là, la grotte Chauvet, la réplique de la grotte Chauvet vient d'être inaugurée. Eh bien, c'est dans un karst que les hommes préhistoriques se sont réfugiés et ont habité. Mais c'est aussi un rôle important d'un point de vue géologique, puisque ces karsts ont un grand espace qui va servir de réservoir pour l'eau et pour les hydrocarbures. C'est aussi un rôle important pour le piégeage d'un certain nombre de minerais, notamment le minerai de la bauxite. Voilà, en quelques mots, je vois que l'heure tourne, on m'a fait signe, donc il va falloir que je conclue très rapidement. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur un minéral exceptionnel. Alors il n'est peut-être pas exceptionnel par sa beauté, je vous ai quand même amené de très beaux échantillons ici, mais il est exceptionnel par le fait qu'il permet d'évoquer un certain nombre de choses. Et ça, c'est le message que je voulais faire passer. Nos musées sont des conservatoires, sont des lieux où effectivement on voit des très belles choses, mais ce sont aussi des lieux où on peut parler des grands enjeux sociétaux. Nous avons évoqué là très rapidement les ressources minérales, le développement durable, les notions de consommation, d'environnement, de biodiversité, de climat. Voilà autant de sujets que l'on peut évoquer grâce à nos collections. C'est d'une certaine façon, c'est d'une certaine façon un retour à ce qu'étaient aussi ces collections. On l'a évoqué, les cabinets de curiosité. Là, je vous présente Georges Balthazar Sage au milieu de la collection aujourd'hui. Cabinet de curiosité où on refaisait le monde. Eh bien, aujourd'hui aussi, dans les musées, nous parlons du monde, nous refaisons le monde. Alors évidemment, la problématique a évolué. On parle d'environnement, on parle de ressources minérales et de réserves, mais c'est une façon aussi de s'émerveiller sur la planète. Je vous remercie. Alors on ne peut pas se tromper, calcite, 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 calcite.
un joli spat d'Islande, pas d'Islande, joli spat, qui vient de Madagascar, donc il ne vient pas du tout d'Islande. Hein. Français, calcite de Bellecroix, Fontainebleau. Là, nous allons aller aux États-Unis avec un joli scalénoèdre de calcite, une calcite colorée qui vient de Roumanie. Et nous finirons, alors j'aime bien cet échantillon parce que c'est à la fois l'évocation du monde animal, c'est un oursin, hein, et des cristaux de calcite ont fait leur croissance sur le test de l'oursin. Et là, nous sommes en Normandie. Nous finissons en France. Voilà quelques exemplaires modestes par la taille, exceptionnels quand même par la forme et les couleurs que je voulais vous présenter. Merci Didier. Bien, mais nous allons... Donc, nous arrivons donc à la fin donc, de cette réunion. Je voulais simplement rappeler, donc vous le trouverez sur le site web évidemment du collège, donc les coordonnées donc, des trois collections parisiennes. Des titres aussi, donc des livres écrits par les conservateurs de nos collections. Donc je crois qu'il y a même certains livres qui sont visibles ici. Donc vous trouverez ça évidemment aussi sur le site du collège. N'hésitez pas à vous inscrire et à visiter les collections en étant guidé par les conservateurs justement au travers du site web du Collège de France. C'est un peu une opportunité justement de voir ces collections. La morale, simplement juste une conclusion, c'est de dire que les collections ne sont plus du tout des lieux poussiéreux où personne ne va. En fait, ce sont des lieux qui sont des lieux d'animation scientifique qui sont importants. Et ce que j'espère vous aurez ressenti, c'est qu'au travers de trois motivations différentes, ces collections ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est trois collections de minéralogie qui sont dans la même ville et vous avez clairement senti qu'il y a trois orientations différentes, trois types de motivations différentes. Donc n'hésitez pas, ce sont des collections qui ne sont pas gigantesques à regarder, donc on peut y passer quelques heures, on a largement vu ce qu'elles contiennent et donc ces joyaux qui y sont contenus. Je voulais terminer donc en remerciant l'administration du Collège de France de nous avoir permis d'organiser cet événement. Vous avez compris c'est un petit peu inhabituel, donc on est un petit peu en dehors du cadre strict du cours, mais on tenait vraiment à vous faire partager notre motivation, notre enthousiasme sur la beauté de ces minéraux. Et donc le dernier événement dans le cadre de cette chaire développement durable cette année, ce sera le colloque que j'animerai donc au début du mois de juin, sur lequel justement, comme pour le cours, le voyage que nous ferons pendant ces 2 jours, ce sera un voyage extrêmement transversal. Hein. C'est le souhait que l'on souhaite avoir dans le cadre de cette chaire développement durable, c'est le souhait que je veux avoir en tant que minéralogiste, justement. C'est pas parce qu'on est spécialisé sur un domaine qu'on est fermé. Donc on aura à la fois des aspects économiques, notamment avec les questions d'emploi, justement, donc, auxquelles vous êtes, je pense, fortement sensibilisés. Donc ce sont les relations clients-fournisseurs qui sont au centre donc, des préoccupations sur le développement durable pour les ressources minérales, la durabilité de ces ressources, l'exploitation raisonnée et les impacts environnementaux, donc les problèmes notamment de contamination, et enfin le contexte humain, le contexte historique. Nous n'oublions pas de regarder aussi l'exemple de l'histoire. Et tout ça, ce seront donc des dirigeants de grands groupes internationaux, des directeurs scientifiques de grands groupes, des directeurs de services nationaux qui viendront du Mexique, qui viendront de Grande-Bretagne, qui viennent d'Afrique du Sud. Donc, on a des chercheurs qui viennent de tous les pays pour faire des exposés extrêmement synthétiques, tout à fait compréhensibles et qui nous donnent vraiment ce qui se fait de mieux. Là aussi, ça ne s'est jamais fait, d'avoir tous un tel panel comme ça aussi large, et c'est grâce aussi au Collège de France et au soutien que l'on a dans le cadre de ce collège que ce sera possible. Donc je vous remercie en tout cas de votre soutien.